C'était tôt le matin dans l'est du Burkina Faso et le soleil venait tout juste de se lever. Le président Ibrahim Traoré se tenait près de son SUV noir, sirotant du thé. Il se préparait à visiter un centre pour jeunes en zone rurale où des centaines de jeunes l'attendaient. Les discours étaient prêts. Les tambours avaient déjà commencé à résonner sur la place du village. Mais il y avait un problème. Ils étaient en retard. L'un de ses plus proches conseillers, un homme grand nommé Idrissa, s'avança. « Monsieur, dit-il, si nous prenons la route principale, nous arriverons avec 2 heures de retard. Mais il y a un raccourci à travers la brousse, très calme, pas de ville. Nous serons là en 40 minutes. » Ibrahim haussa un sourcil. « La route est-elle sécurisée ?»« Oui, monsieur. » Idrissa hocha rapidement la tête. « Nos hommes l'ont dégagée hier. J'ai personnellement supervisé l'opération. » Karem, l'un des gardes du corps d'Ibrahim, fit un pas en avant. « Je n'ai jamais aimé cette route. Trop silencieuse. » Mais Idrissa a insisté. « Nous avons peu de carburant, et les jeunes attendent. Il faut partir maintenant. » Ibrahim resta silencieux un instant, réfléchissant. Puis il dit « Très bien, on prend le raccourci. » Le convoi de 5 véhicules démarra. 2 camions armés en tête, le SUV présidentiel au centre, 2 autres véhicules à l'arrière. La route était étroite et cahoteuse, bordée de hautes herbes sèches, sans âme, qui vivent. Pas de maison, pas de chèvres, pas de fumée de feu, juste le silence. Une demi-heure passa. Tout semblait calme. Puis une vache apparut, debout en plein milieu de la route en terre. Une grande vache brune, aux cornes ébréchées, au regard calme, les pattes solidement plantées dans le sol. Elle fixait la voiture du président et refusait de bouger. Le chauffeur klaxonna. Rien. Le camion d'escorte cria. « Dégage, va-t'en !» Rien. Un soldat tira en l'air. Le bruit résonna. Toujours rien. La vache ne bougeait pas. Tout le monde était confus. « Ce n'est qu'une vache, » dit un garde. « Déplaçons-la. » 2 soldats descendirent et essayèrent de la guider avec des bâtons. La vache recula légèrement, puis revint à sa place. Le président Ibrahim observait depuis son SUV, intrigué. Il baissa sa vitre. « Pourquoi elle ne bouge pas ?» demanda-t-il. « Aucune idée, » répondit Karim. « Elle agit bizarrement. »« Essayons de contourner, » proposa rapidement Idrissa. On perd du temps. Le chauffeur se prépara à dévier un peu de la route, mais quelque chose pesait sur le cœur d'Ibrahim. Il regarda encore la vache. Elle n'avait pas peur. Elle ne fuyait pas. Elle se tenait juste là, bloquant exactement le centre de la route. Puis il dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Arrêtez la voiture !» Le chauffeur obéit. Envoyez un homme vérifier sous la vache. « Monsieur, » dit Idrissa avec nervosité, « ce n'est qu'une vache. » J'ai dit, « Vérifiez le sol. » 2 gardes s'approchèrent prudemment. L'un se pencha, examinant la terre sous les pattes avant de la vache. Soudain, il recula brusquement. « Monsieur, il y a quelque chose ici. » Le convoi se figea. Tout le monde accourut. À moitié enterré dans le sol, juste sous la vache, se trouvait un fil métallique fin, à peine visible. Le soldat suivit le fil avec sa main et poussa un cri. Il menait à une mine. Une vraie mine terrestre. Kariem cria, paniqué. « Monsieur, il y a des explosifs. Pas une. 3 mines cachées ensemble. » Des cris, des appels radio, la panique. La route avait été piégée pour tuer. Et cette vache. Elle les avait arrêtés juste à temps. Le président Ibrahim descendit lentement. Il regarda la vache, puis le sol, puis Idrissa. Et pour la première fois, il vit la peur dans les yeux de son conseiller. La route était silencieuse, mais ce n'était plus la paix. Les soldats encerclaient la zone. Les armes étaient sorties. Les radios grésillaient. La découverte de 3 mines enterrées venait de tout changer. Et pourtant, la vache restait là, calme, immobile,
observant. Le président Ibrahim Traoré s'avança, les yeux fixés sur l'endroit où le fil sortait du sol. Il ne parlait pas. Il ne clignait pas des yeux. Son esprit tournait à toute vitesse. « Cette route a été sécurisée hier », dit-il enfin, se tournant vers Idrissa. « Oui, monsieur », répondit rapidement Idrissa, la sueur perlant déjà sur son front. « Notre équipe de sécurité a tout inspecté. Aucun signe de danger. » Karim, le chef des gardes, s'agenouilla près du fil. « Cela a été posé récemment, dit-il. Très récemment. Regardez ça. » Il montra une empreinte de bottes fraîches à côté de la mine. Le sol est encore meuble. Ça n'était pas là hier matin. Ibrahim plissa les yeux. Quelqu'un savait que nous prendrions cette route. Idrissa reprit la parole. Monsieur, peut être que l'ennemi vient juste de les poser, en espérant que quelqu'un passe par là. Mais Ibrahim ne répondit pas. Il observait les mains d'Idrissa, leur tremblement nerveux, ses yeux fuyants. Et quelque chose d'autre lui revint en mémoire. Idrissa avait insisté pour emprunter cette route. Trop insisté. On devait passer par Koudougou, dit lentement Ibrahim. Pourquoi as-tu tellement insisté pour ce raccourci? Je pensais juste qu'on gagnerait du temps, balbutia Idrissa. Vous avez dit que nous étions en retard. Karim se leva, la main sur son arme. Mais cette route ne figure même pas sur la liste officielle des trajets. Et tu as affirmé avoir supervisé le déminage personnellement, non? La gorge d'Idrissa se contracta alors qu'il avalait difficilement. Oui, je l'ai fait. Sikou, le commandant des opérations de sécurité, arriva à moto avec des renforts. On le mit au courant en quelques secondes. Puis il se tourna vers Ibrahim. « Monsieur, puis-je vous parler en privé ?» Ils s'écartèrent. « Je ne lui fais pas confiance », dit doucement Sekiou, en désignant Idrissa d'un signe de tête. « Et vous n'allez pas aimer ce que je viens de découvrir. » Qu'y a-t-il? Un des agents de sécurité privée affectés à Idrissa a été surpris en train d'essayer d'envoyer un signal de localisation à un numéro inconnu. Nous l'avons tracé. Il est relié à un relais satellite appartenant à une société militaire étrangère privée. Le visage d'Ibrahim se figea. Il regarda Idrissa, qui faisait maintenant semblant de faire défiler son téléphone, nerveusement. « C'est lui qui nous a conduits ici, » dit Ibrahim. « Et quelqu'un a fait en sorte que des mines nous y attendent, » ajouta Sekou. À ce moment-là, un soldat près de la vache cria « Elle bouge !» Tous se retournèrent. La vache s'écarta lentement, silencieusement, puis s'enfonça dans les broussailles. C'était comme si sa mission était accomplie. Personne ne la suivit. Personne ne comprit vraiment. Mais, au fond, tous le ressentirent. Cette vache les avait sauvés. « Monsieur, » dit Karim, « ce n'est pas juste de la chance. C'est un message. Il se passe quelque chose de bien plus grand. » Ibrahim acquiesça. Puis il se tourna vers ses hommes et donna un ordre glacial. Fouillez chaque centimètre de cette route, chaque racine, chaque arbre, et arrêtez Idrissa. Ne le laissez parler à personne. Les hommes se mirent en mouvement rapidement. Idrissa tenta de parler. « Monsieur le Président, je vous jure que je ne sais rien. » Mais Ibrahim leva la main. « C'est toi qui voulais que je prenne cette route. Tu m'as dit qu'elle était sûre. Tu m'en as donné ta parole. » Il se pencha plus près et dit doucement. « Mais cette vache m'a sauvé avant que tu ne puisses me tuer. » Le visage d'Idrissa devint livide. Les soldats l'empoignèrent et le traînèrent vers le véhicule de queue. Le président se tourna vers ses hommes. « Nous n'allons pas au centre jeunesse aujourd'hui. Nous allons vers la vérité. Quelqu'un a planifié ma mort. Et ce n'était que le début. » Le convoi ne continua pas son chemin ce jour-là. Il fit plutôt marche arrière, lentement, prudemment, escorté par l'armée. Les mines furent marquées, des drones furent envoyés en reconnaissance. Et de retour au palais, une ombre sombre planait dans chaque pièce. Le président Ibrahim Traoré ne parla presque pas durant le trajet du retour. Il resta assis en silence, regardant par la fenêtre, rejouant chaque détail.
Un conseiller de confiance venait d'être arrêté. Une vache avait arrêté sa voiture. Une mine enfouie l'attendait sous ses roues. Ce n'était plus une coïncidence. C'était un message. Au siège du renseignement, Idrissa était assis dans une pièce froide, menotté, la sueur coulant de ses tempes. Le commandant Sékou se tenait de l'autre côté de la table. « Nous avons tracé ton téléphone, dit Sékou. Tu as supprimé ton historique GPS, mais notre système l'a restauré. » Il posa des feuilles imprimées devant Idrissa. « Il y a 2 jours, tu t'es arrêté exactement à l'endroit où la mine a été trouvée. Qu'est-ce que tu faisais là ?» Idrissa secoua la tête. « Je vérifiais juste l'itinéraire seul, sans sécurité. J'avais besoin d'un peu d'air frais. » Sékou frappa du poing sur la table. « Arrête de mentir. » Idrissa sursauta. « Qui t'a payé? Qui t'a dit de guider le président par cette route ?» Idrissa ne répondit pas. Sékou le fixa, puis esquissa un sourire froid. « Très bien. Laisse-moi te montrer quelque chose. » Il alluma un écran. Une vidéo s'afficha, des images granuleuses provenant d'une caméra cachée installée par des villageois près d'un mât de télécommunications. On y voyait Idrissa, de nuit, en train de parler à un homme portant des bottes militaires. L'homme portait une casquette baissée sur les yeux et tendait quelque chose à Idrissa. C'était un téléphone satellite. « Nous avons retrouvé exactement ce téléphone sous le siège de ta voiture, dit Sékou. Tu as oublié de le détruire. » Les lèvres d'Idrissa tremblaient. Enfin, il parla. « Ils ont dit qu'ils voulaient seulement lui faire peur, le rendre plus docile, plus facile à contrôler. Ils ont dit qu'il ne mourrait pas, que ce serait juste un message. »« Qui sont-ils » demanda Sékou. Idrissa secoua la tête. « Je ne connais pas de nom. On m'a donné de l'argent, des promesses. » Il baissa les yeux, honteux. « Ils le détestent, tu sais, » murmura-t-il. « Ils détestent qu'il unifie l'Afrique. Ils ont dit que si Traoré continue de s'élever, les intérêts occidentaux s'effondreront. » Sékou se pencha en arrière. « Et tu as vendu ton propre pays pourquoi ?»« Des dollars et de la peur. » Idrissa ne répondit pas. Le président Ibrahim était assis dans son bureau plus tard dans la soirée. Il tenait un dossier rempli de preuves. Photos, cartes, relevés de téléphones satellites et une image étrange, la dernière photo prise par un drone au-dessus du site de l'embuscade. On y voyait une vache, debout paisiblement au milieu de la route, juste au-dessus de la mine. Ibrahim la regarda longuement. Sékou entra dans la pièce. « C'est confirmé, » dit-il. Idrissa a été recruté par un réseau étranger, probablement une société militaire privée liée à... Vous savez qui. Ibrahim ne leva pas les yeux. Il demanda finalement, est-ce qu'on sait d'où venait la vache? On a demandé aux villages alentours. Personne ne la connaît. Elle ne correspond à aucun troupeau. Elle est juste apparue. Ibrahim sourit légèrement. Et elle a disparu une fois le travail accompli. Sékou acquiesça lentement. Monsieur, permission de parler librement. Vas-y. Ce n'était pas juste un animal. C'était autre chose. Ibrahim regarda par la fenêtre. Je sais, dit-il, et je ne prends pas cela à la légère. Il se leva. Nous avons des ennemis en costume, des ennemis avec des stylos, des ennemis avec des mines. Mais maintenant, ils ont vu quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Il se tourna vers Sékou. Prépare un message. Je veux que le monde sache. Le chemin de l'Afrique n'est pas guidé par la peur. Il est protégé par quelque chose de plus grand. Même si cette chose a 4 pattes et des cornes. Ibrahim sourit. À ce moment-là, 2 jours s'étaient écoulés depuis la découverte de la mine. À travers le Burkina Faso, des rumeurs circulaient. Une vache avait-elle réellement empêché la mort du président? Était-ce de la chance ou quelque chose de divin? Qui avait posé la bombe? Et jusqu'où allait la trahison? Le président Ibrahim Traoré, désormais revenu dans la capitale, marchait discrètement dans les couloirs du palais. Il n'avait ordonné aucune conférence de presse, aucune déclaration. Son silence n'était pas de la peur. C'était une stratégie, car quelque chose ne collait pas.
Si Idrissa était la taupe, qu'il avait aidé de l'intérieur, des mines comme celle-ci ne sont pas enterrées sans des coordonnées GPS précises. Quelqu'un avait fourni un timing et des coordonnées détaillées. Quelqu'un qui savait exactement quand et où le président allait passer. Traoré convoqua une réunion secrète avec le commandant Sikou, son chef de la surveillance numérique, et 2 officiers militaires de confiance. « Je veux que chaque appareil du palais soit scanné », dit-il. « Chaque téléphone, chaque radio, chaque signal, chaque fiche du personnel. » On a manqué quelque chose. Ils travaillèrent toute la nuit. Au matin, la vérité explose bombe. Une tablette appartenant à l'un des superviseurs des caméras de sécurité contenait d'étranges fichiers cachés. Des enregistrements audio, des conversations par message, et un fichier nommé simplement Giraffe Track, version 5. À l'intérieur du fichier, des données de suivi en direct du véhicule présidentiel. Quelqu'un avait installé un logiciel de suivi caché sur le véhicule de tête du convoi. Les données avaient été partagées en temps réel jusqu'au moment où la vache a bloqué la route. « Il suivait tes mouvements comme dans un jeu vidéo », dit le chef cybernétique. Il connaissait chaque virage. Le traître était un homme nommé lieutenant Douamba, un officier de logistique discret et apprécié. Il travaillait au palais depuis 6 ans. Personne ne le soupçonnait. Lorsqu'il fut arrêté, il avoua immédiatement. « On m'a offert une nouvelle vie », dit-il. De l'argent, un visa étranger. Ils ont dit que Traoré allait être remplacé, que tout était déjà arrangé. Sikou se tourna vers lui. « Qui sont-ils » L'officier hésita. Puis il murmura. « Des gens liés à des sociétés de sécurité étrangères. L'un d'eux était américain. Il avait un badge où il était écrit l'anglais Group Support. » Le sang de Sikou se glaça. Le lien devenait plus clair. Ce n'était pas juste une affaire interne. C'était une opération internationale. Dans les quartiers présidentiels, Traoré était assis en silence. Il ouvrit un petit carnet, son journal personnel. Il n'y écrivit qu'une seule phrase « Ils ont tenté de mettre fin à ma vie avec mon propre peuple. Mais quelque chose de plus grand s'est dressé sur leur chemin. » Puis, il se leva et prit une décision qui allait secouer le monde. Ce soir-là, une diffusion de dernière minute fut annoncée. Des millions de personnes à travers le Burkina Faso se branchèrent. Il en fut de même au Mali, en Guinée, au Niger, et même chez des spectateurs curieux en France et aux États-Unis. Le président Ibrahim Traoré apparut à l'écran. Calme, fort et direct. « J'ai failli être tué cette semaine. » commença-t-il. « Pas par la guerre, pas par des rebelles, mais par des gens en costume, des gens qui nous sourient pendant qu'ils minent nos routes. » Il fit une pause. « Ils ont envoyé des hommes dans notre palais. Ils ont acheté nos frères avec de l'argent étranger. Ils ont comploté ma mort en utilisant mes propres routes, mon propre convoi, mon propre conseiller. » Il regarda droit dans la caméra. Mais ils ont échoué parce qu'un simple animal s'est interposé. Une vache. Oui, une vache m'a arrêté. Et quand ils verront que même la nature refuse ma chute, ils comprendront quelque chose de plus profond. Il frappa la table de la main. Nous ne sommes pas un peuple qu'on peut contrôler. Le Burkina Faso n'est pas un échiquier pour les étrangers. À partir de ce jour, toute base militaire étrangère, tout contractant ou agence d'espionnage sur notre sol doit partir. Des exclamations de stupeur se firent entendre, même à travers l'écran. Et une dernière chose, ajouta Traoré, les yeux plissés. Je connais vos noms, j'ai vos messages, et je ne vais pas simplement survivre à vos complots. Je vais les exposer. Il se leva et s'éloigna pendant que le drapeau du Burkina Faso s'élevait derrière lui. L'écran devint noir, et à travers toute l'Afrique, le lion rugit plus fort que jamais. Le lendemain du discours du président Ibrahim Traoré, le chaos éclata hors d'Afrique. Mais à l'intérieur du Burkina Faso, le peuple brûlait de fierté. Les réseaux sociaux explosèrent. Les jeunes peignirent des fresques de vaches aux cornes dorées. Les poètes l'appelèrent « la vache divine de la résistance ».
les enfants rejouèrent la scène dans les écoles. Même au Mali et au Niger voisins, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. L'Occident a apporté la technologie. Nous avions la poussière, les prières et une vache. Mais dans l'ombre, la colère grandissait bien au-delà de Ouagadougou. De l'autre côté de la mer, dans la salle de réunion ultra sécurisée d'un contractant militaire privé, 3 hommes étrangers regardaient en boucle le discours de Traoré. L'un d'eux, accent américain, costume impeccable, frappa la table de la main. Il n'était pas censé survivre, siffla-t-il. Cette route avait été dégagée. On le suivait en direct. Comment une vache peut-elle foutre en l'air une opération à 3 millions de dollars? Un autre homme, britannique, se pencha en avant. Il n'y a qu'une seule explication. Nous l'avons sous-estimé. Ils sortirent de nouveaux plans. Cette fois, pas de mine terrestre. Ils voulaient quelque chose de plus discret, de plus définitif. Pendant ce temps, au Burkina Faso, le président Traoré travaillait en silence. Il n'avait pas dormi plus de 4 heures depuis plusieurs jours. Il étudiait les schémas ennemis. Il passa en revue chaque nom, chaque message, chaque faille de sécurité. Et surtout, il attendit, car il savait qu'ils essaieraient de nouveau. Il l'avait même dit à Sékou, « La vache nous a fait gagner du temps, mais elle n'a pas arrêté la tempête. Maintenant, nous devons frapper avant eux. » Pendant ce temps, dans la ville de Bobo-Dioulasso, un jeune berger se rendit à une mosquée locale avec une histoire étrange. Il raconta à l'imam que l'une de ses vaches avait disparu pendant 2 jours, puis était revenue avec une touffe de poils brûlés sur la patte et de la peinture rouge sur les cornes. « Je crois, » murmura-t-il, « que c'est celle de la route du président. » La rumeur se répandit. Traoré entendit le rapport et ordonna que la vache soit discrètement amenée au palais sous haute garde, non pas pour l'adorer, ni pour la parader, mais pour l'étudier. Les résultats du laboratoire arrivèrent le lendemain, et ce qu'ils découvrirent fut choquant. Des traces de sang humain, de minuscules gouttes, anciennes, séchées, mais humaines, et non issues de la vache. Quelqu'un avait-il saigné près d'elle? Ou sur elle? Avait-on tenté de la blesser? La vache avait-elle été attaquée avant le passage du convoi? Avait-on essayé de la déplacer sans succès? Sékou apporta de nouvelles informations de ses sources. « Monsieur, nous avons intercepté des échanges. Il prévoit d'entrer à nouveau. Pas avec des mines ni des drones. Par infiltration, un diplomate, une poignée de main, un cadeau. Le président Traoré acquiesça. Alors nous les accueillerons à bras ouverts. » Il fit une pause. Et avec des pièges bien fermés. 3 jours plus tard, une délégation étrangère de paix arriva. 4 officiels, des sourires amicaux, une boîte de cadeaux de leur ambassade, des livres, de l'électronique, du thé personnalisé venu des Alpes, mais caché dans la boîte de thé, un petit appareil noir muni d'une aiguille d'injection, identique à celui du complot du stylo empoisonné. Cette fois, il devait être dissimulé sous un bracelet. Un simple contact lors d'une poignée de main aurait suffi à injecter une goutte de liquide sous la peau, assez pour arrêter le cœur en 60 secondes. Mais Traoré le savait déjà. Alors que la délégation attendait dans la salle de conférence du palais en sirotant des boissons fraîches, la porte s'ouvrit brusquement. Des soldats firent irruption, armes au poing. Personne ne bouge. Les 4 diplomates furent encerclés. L'un tenta de mettre la main dans sa poche. Il fut plaqué au sol. Le bracelet fut saisi. L'injecteur retiré, la vérité confirmée. Ce n'était pas une visite de paix, c'était une tentative finale. L'un des hommes arrêtés avoua. « Nous avons tout essayé. Pression, pot de vin, mine, injection, mais il survit toujours. Comment fait-il pour survivre ?» Sékou le regarda et dit simplement « Parce qu'il se bat pour son peuple, pas pour le pouvoir. Et parfois, même les animaux se battent avec lui.
Le président Ibrahim se tint à nouveau devant sa nation ce soir-là. Ils nous ont traités de faibles. Mais les faibles ne survivent pas à autant d'attaques. Les faibles n'exposent pas les traîtres. Les faibles n'écrivent pas l'histoire avec des vaches et des enfants. Aujourd'hui, nous n'avons pas simplement survécu à un nouveau complot. Nous avons enterré l'idée que l'Afrique ne peut pas se défendre elle-même. Le soleil se couchait sur Ouagadougou. Une douce lueur orangée s'étendait sur la ville, projetant de longues ombres sur le palais présidentiel. À l'intérieur, le président Ibrahim Traoré se tenait seul dans son jardin privé, les yeux fixés sur l'horizon. Derrière lui, la nation vibrait de fierté. Les assassins avaient été démasqués. Le peuple était éveillé, ses ennemis, silencieux. Mais Ibrahim savait que ce n'était pas vraiment fini, car le pouvoir attire toujours de nouveaux ennemis. Son téléphone vibra. Un message de Sikou, le diplomate interrogé a avoué. D'autres sont cachés dans des ambassades, des ONG, même dans des écoles privées. Ils attendent. Ibrahim fixa l'écran, puis verrouilla le téléphone. Il se tourna vers la statue géante de vache qui venait d'être dévoilée dans le jardin, construite par de jeunes soudeurs à partir de morceaux de véhicules militaires mis au rebut. À sa base, une plaque disait « Elle est restée debout quand le monde voulait le voir tomber ». Le lendemain, le président Traoré tint une réunion privée. 5 personnes seulement étaient présentes. Sikou, Karim, son chef des renseignements, et 2 chefs spirituels. Ce que nous affrontons désormais n'est plus physique, commença Ibrahim. C'est psychologique. C'est une guerre de pression, de pot de vin, de peur et d'infiltration. L'un des imams acquiesça. Cette vache, monsieur, elle n'a pas seulement bloqué une mine. Elle a révélé les serpents cachés dans votre palais. Karim ajouta, le peuple vous fait plus confiance que jamais. Mais les ennemis n'ont pas dit leur dernier mot. Et nous devons nous préparer. Alors, Ibrahim révéla son plan. Il l'appela Opération Miroir. C'était simple. Chaque ami étranger serait surveillé. Chaque membre du personnel du palais serait muté et contrôlé. Et toute attaque, qu'elle vienne d'un coup de poing ou d'une poignée de main, serait racontée publiquement au peuple. Plus de silence. Plus de dissimulation de la corruption. Chaque trahison serait exposée au grand jour. Les semaines passèrent. Aucune nouvelle tentative. Mais le monde commença à remarquer. Le leadership du Burkina Faso devenait plus difficile à manipuler. L'argent ne fonctionnait plus. Les menaces faisaient rire. Les ambassades occidentales demandèrent des réunions privées et furent ignorées. Traoré était devenu autre chose. Pas seulement un dirigeant. Une légende. Il avait survécu au bal, au poison, à la trahison, aux mines. Mais ce qu'il avait sauvé, ce n'était pas une arme. C'était une vache. Des mois plus tard, lors d'un sommet au Mali, un journaliste posa une question à Ibrahim, en direct à la télévision. « Monsieur le Président, certains disent qu'une vache vous a sauvé la vie. Le croyez-vous » La salle éclata de rire. Ibrahim sourit, puis se pencha vers le micro. « Oui, une vache m'a sauvé. Mais ce n'est pas ça l'important. Le vrai miracle, c'est ce que la vache a révélé. Elle nous a montré à quel point la trahison peut se cacher profondément. Même la terre peut parler. Si vous êtes assez humble pour l'écouter. » Le silence tomba. Puis la salle explosa en applaudissements. De retour au pays, Duda, le garçon de l'histoire de la mangue, regardait depuis sa nouvelle salle de classe. Il sourit. D'abord la mangue, maintenant une vache. Je me demande sauver ensuite. Son enseignant éclata de rire. Peut être une poule. Mais, au fond de la brousse, une vieille vache brune broutait paisiblement, indifférente à la célébrité. Elle ne savait pas qu'elle était un héros. Elle s'était simplement tenue immobile, au bon endroit, au bon moment, tandis que le monde essayait de faire tomber un homme bon. L'Afrique, elle, resta immobile et sauva. Chers spectateurs, si vous aimez ce que fait le président Traoré, commentez.
Que Dieu bénisse notre cher président. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, de liker, de partager avec vos amis et d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci de nous avoir regardés.